Nous avons pris trop de points. Tels étaient les mots de Fabien Galtier après la défaite cruelle, mais bien réelle, 25-26 contre l'Angleterre à Twickenham. Et oui, Fabien, t'as rien inventé. Pour gagner un match de rugby, l'équation est simple. Il faut juste marquer plus de points que l'adversaire. Mais avec 70% de plaquage réussi en défense et 30% de fautes de main en attaque, forcément, les calculs sont pas bons, Fabien. La semaine dernière, on annonçait naïvement un crutch imperdable. Alors comment expliquer cette défaite? À qui la faute? On essaye d'y voir plus clair tout de suite dans le Rugby Show. Rugby Show, ça va te donner très chaud. Rugby Show, ça s'écoute entre poteaux. Rugby Show, en métro ou au boulot. Rugby Show, des débats et des pronos. Rugby Show, bienvenue au Rugby Show. Ouh, imaginez, vous avez une émission de rugby en pleine croissance et vous perdez le tournoi dès le deuxième match de cette édition. Un peu comme chaque année, tu me diras. À l'époque des Brunel et Saint-André, on vibrait sur des défaites encourageantes. Aujourd'hui, on s'habitue tristement à s'apitoyer sur des défaites décourageantes. Où s'est perdue cette équipe? Une ribambelle de fautes de main à quelques mètres de l'embut, sous la pluie londonienne, 30 plaquages manqués, dont 10 pour les seuls Bordelais, Penaud et Jalibert. Alors à qui la faute? Qui doit rendre des comptes? Le staff? Les joueurs? La pluie? La chatte légendaire des Anglais? Ou alors notre énorme boulard après la victoire trop facile contre le Pays de Galles? On va tenter de répondre à toutes ces questions. Et heureusement, pour vous remonter le moral, vous pouvez compter sur vos deux chroniqueurs préférés qui ont choisi l'exil à l'étranger pour éviter de lire les titres assassins de la presse étrangère. On commence par toi, mon cher Victor. Comment as-tu vécu cette déroute depuis l'autre bout du monde? Très moyennement, mon Elios. J'ai tenté de décrypter un petit peu la tactique de l'équipe de France. Tu vois, je l'ai décortiqué toute la journée. Et franchement, c'était plus compliqué que d'expliquer les règles de rugby à un pingouin sous caféine. Et il y a du mouvement, ça court partout, mais au final, personne ne sait vraiment où on va, quoi. J'ai hâte de t'entendre parler de tactico-tactique. Et toi, mon Thomas, je crois que tu étais au match ce week-end? J'étais au match ce week-end, j'étais à Twickenham et j'ai bien ragé. Ragé contre notre impuissance, contre les Anglais qui me disaient qu'on ne pouvait pas attraper un ballon de rang devant moi. Et malheureusement, ils avaient bien raison. Et ce qui m'énerve d'autant plus, c'est que j'ai l'impression qu'on a du mal à progresser, qu'on a du mal à apprendre de nos erreurs. Et c'est un peu de ça dont j'ai envie de parler aujourd'hui, quoi. Écoute, très très bonne nouvelle. Moi les gars, je vais vous parler, on va un peu refaire le fil du match. On va pas le faire action par action parce que j'imagine que tout le monde a revu des résumés, mais on va essayer un petit peu de décrypter les temps forts et les temps faibles de ce match. Et sans plus attendre, on lance l'épisode avec les petites trompettes. Et d'ailleurs, si t'es chaud, abonne-toi. Et oui les gars, moi je voulais vous lancer tout d'abord sur une stat. J'imagine que absolument tout le monde a vu ce week-end passer sur les différents médias rugbystiques franco-anglais. 30 fautes de main, 78% de plaquage réussi. Je pense que on a pêché, comme je l'ai dit en introduction, sur la défense et sur l'attaque. C'est pas dans nos habitudes. Comme je le disais tout à l'heure, on essaie de trouver les réponses de toutes ces fautes. À votre avis, est-ce qu'on peut en vouloir qu'à la pluie, aux joueurs, au staff? On ne s'est pas adapté parce qu'on a joué sous des conditions un peu difficiles. Après, c'était pas non plus des trompes d'eau, hein, mais évidemment, ballon glissant. Je crois que les Anglais ont quand même fait deux fois moins de fautes de main que nous. Donc, difficile à expliquer, notamment quand tu vois sur des joueurs comme Dupont, comme Movaka, qui ont des mains exceptionnelles et qui faisaient des fautes un peu bizarres. J'ai du mal à croire aussi qu'ils aient pris ce match à la légère, parce que ces mecs, c'est des gagnants et ils vont mettre 60 points en Coupe d'Europe à l'Ulster ou à d'autres équipes, tu vois. Donc, c'est pas comme si c'était du genre à prendre ces matchs à la légère. Mais là, tu as quand même senti un certain, je sais pas si c'était un manque de quelque chose, mais j'arrive pas trop à identifier quoi. Tu l'as ressenti comment, toi, Berton? C'est un peu un mix de tout, quoi. C'est-à-dire, on sent un petit peu que individuellement ils ont pêché, on sent que tactiquement on a quand même été un peu en dessous des Anglais, enfin voire bien en dessous des Anglais. Donc c'est-à-dire que le staff est peut-être aussi un peu fautif. Et puis après aussi mentalement, parce que le rugby, on le dit souvent, c'est 80% dans la tête. Mentalement, quand tu perds d'un point de nouveau dans un match, un crunch aussi important pour nous qu'un quart de finale de Coupe du Monde,
c'est sûr que c'est un peu ce mix des trois, et les Anglais et les Français, souvent on dit on n'est jamais meilleur que quand on est outsider. Bon, bah là, on n'était pas outsider, hein, on était largement favori, et encore, on a pêché mentalement, quoi. Donc c'est un peu décevant. Ouais, et on n'a pas vraiment le droit de le perdre, ce match. Enfin, c'est un peu une honte quand tu vois le nombre d'occasions qu'on arrive à se créer. C'est quand même, enfin, tu vois, c'est hyper encourageant. On a joué dans tous les sens, etc. Malgré les conditions, on s'est dit bon bah super. Si on avait joué peut-être dans un jeu un peu plus restrictif, on aurait trouvé aussi le moyen de se plaindre, même en gagnant, de on n'envoie pas de jeu, comme à une certaine époque où on gagnait avec cette fameuse dépossession. Mais aujourd'hui, quand tu vois le nombre d'erreurs qu'on fait devant l'embut, c'était tellement frustrant. Enfin, je veux dire, moi, j'ai ressenti une frustration de dingue à la fin du match, alors que ça peut être très salé si on les met au fond, non, Elios? Bah, c'est sûr, hein, on tourne à 7-7 à la mi-temps, mais comme tu l'as dit, tu vois, tu as Bielbiarré qui dégueule un ballon à la 6e, tu as même Dupont. Est-ce que vous vous souvenez du dernier en avant d'Antoine Dupont dans sa carrière? Moi, je ne m'en souviens pas. Là, il est presque. C'est son premier, je crois, de sa carrière. Il est presque sûr. Après, on peut discuter de la qualité de passe de Ramos, mais tu as l'impression qu'il est sur orbite, qui part marquer, paf, il fait un en avant. 2 minutes plus tard, tu as Penaud, pareil, sur une passe de Jalibert qui fait aussi un en avant. Mais malgré toutes ces erreurs, on arrive quand même à plutôt bien commencer le match avec une magnifique relance, un magnifique essai de 70 mètres à la conclusion de Bielbiarré sur le coup de pied de Damien Penaud. Donc moi j'ai bien aimé les titres de la presse étrangère qui dit qu'on oscille entre le sublime, le merveilleux et les imprécisions. Donc est-ce qu'on aurait dû préparer le match différemment? Est-ce qu'on a envoyé trop de jeux au vu de la météo? Quand tu vois qu'à 7-7 à la mi-temps il y a 7-7, tu te dis que c'est pas payé, non, Victor? Ouais, ben après, est-ce qu'on a assez respecté l'adversaire? Enfin, des fois, c'est souvent au rugby, on dit faut venir, tu rentres dans le camp et tu cherches à mettre un maximum de points, que ce soit par des 3 points et pas forcément que faire du jeu de main et voilà, amener les Anglais à la faute ou des choses comme ça. Surtout dans un match où il pleut, bah, on sait que chaque point était important, et quand on voit que nous, on a marqué 24 points, mais sur combien possible? Je veux dire, si chaque essai où on aurait dû marquer, on ne fait pas cette petite faute de main, on les marque, c'est 24 points sur quoi? 70 possible. Ouais, c'est ça. À la fin, si vous mettez tout. Voilà. Mais c'est ça. Et ce que tu dis, c'est un peu ce que Galtier il expliquait. Quand tu tournes à 7-7 à la mi-temps, alors que tu as campé dans les 22 Anglais, vraiment, on avait mis la tente, etc. Tout était installé. Pendant, je sais pas, un tiers de la mi-temps, on était chez eux, on doit marquer. À la mi-temps, il y a 7-7. Ouais. Dans les têtes, les Anglais, ils sont en train de gagner. Parce que c'est ce scoring psychologique dont Galtier parle et qu'il a un peu instauré avec ses joueurs de quand tu défends sur ta ligne et que tu prends pas un essai, entre guillemets, tu gagnes un point. S'il y a une occasion de marquer que tu transformes pas, t'en perds, etc. Il y a tout ce scoring psychologique où à la mi-temps, on a beaucoup plus vendangé des occasions qu'eux. D'ailleurs, je savais pas qu'en février, c'était la saison des vendanges à Twickenham. Ouais, en Angleterre, c'est un peu plus tard en Angleterre avec la météo, c'est décalé. Mais je sais pas quel a été le discours de Galtier honnêtement à la mi-temps, parce que t'aurais pensé qu'il se serait recentré sur les bases. Pourtant, à la 43e, tu as Louis Bielbiarré qui fait une percée qui traverse tout le terrain et qui envoie une vieille saucisse à 3 mètres de la ligne à Movaca. C'est à la 43e minute, hein, donc on n'a pas appris de nos erreurs, on n'a pas réussi à rectifier le tir. Et donc j'étais assez étonné par ça, mais en dehors des maladresses en attaque, je trouve qu'en défense, c'était quand même assez faible aussi, notamment à l'image de l'essai de Oli Lorenz juste avant la mi-temps qui vient nous crucifier, ou un peu plus tard. Enfin, on a raté, je crois, 23% de nos plaquages, ce qui est super, super rare. Et malheureusement, ça ne permet pas de marquer plus de points que l'adversaire. Et comme a dit Galtier, on a pris beaucoup trop de points, quoi. Ouais, c'est ça. Mais nos standards, on tourne plutôt autour de 85% de plaquages réussis d'habitude, voire 90. Et du coup, et en plus, ce qu'on a raté, c'était quand même très dans les mauvais moments. Il y a certains plaquages, certaines fautes de main, certaines fautes qu'on fait, parce que je crois qu'on fait que 2 fautes de plus que les Anglais, mais on les fait pas au bon moment. Vraiment, c'était terrible. Ce qui est assez hallucinant, c'est que
dans nos moments forts, on n'a pas su être incisif et vraiment tuer le match, parce qu'on peut le tuer, franchement, on a même dès la 20e, il peut y avoir 3 essais et le match l'est fini. Le match, les Anglais, après, seraient obligés d'ouvrir encore plus leur jeu pour essayer d'aller marquer. Et nous, on n'est jamais autant meilleur que quand on est en contre. Et dans nos moments faibles, on n'a pas su résister aux Anglais, bien défendre, faire le dos rond, et voilà, parce qu'à chaque fois qu'ils sont venus, ils ont marqué. Et c'était clinique, les Anglais, et donc on n'a ni su gérer nos moments forts, ni su gérer nos moments faibles. Et ça, franchement, c'est à poser un peu la question au staff mais qu'est-ce que vous travaillez tactiquement, quoi? Ou est-ce que c'est, j'en sais rien, parce qu'on a quand même Dupont et Ramos, ça reste quand même nos maîtres à jouer, et ils ont vraiment été en dessous de leur standard ce week-end. Ça tombe bien, Victor. On va parler du plan de jeu. Tu vas nous parler du plan de jeu dans la prochaine partie. Ce qui est bien avec ce score, c'est que ça nous permet de nous remettre en question, parce qu'avec le même contenu, exactement, le match, on peut le gagner. On peut le gagner d'un point, on peut le gagner de 2 points en faisant les mêmes erreurs. Mais le discours, après, il est complètement différent. L'analyse, elle est complètement différente. Alors que finalement, les performances, elles sont pareilles. Tu vois, la note d'un joueur qui passe de 4 à 6 à 7, juste parce que l'équipe a marqué un point de plus, parce que Ramos a réussi un coup de pied en plus, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, on a perdu. C'est l'heure de la remise en question, et on va commencer par analyser le plan de jeu du 15 de France. C'est tout de suite, juste après les trompettes. Alors, mes chers auditeurs, on va parler tactique, et j'espère que toi, Fabien, tu nous écoutes. Parce que, alors ouais, on le sait, tu as un plan de jeu. Ça, on ne peut pas le nier, les gars. Et il a un plan de jeu, mais c'est un plan de jeu ultra ambitieux, tellement ambitieux, et qui est tellement dur à mettre en place. Et franchement, à part contre une équipe de Pro D2 ou face à des Gallois ou des Italiens, ça devient quasiment mission impossible, en fait, à tenir ce plan de jeu tout le temps. Pour moi, c'est un petit peu comme essayer de résoudre un Rubik's Cube, mais sans les couleurs, quoi. C'est compliqué. Voilà. Donc, ton plan de jeu, Fabien, c'est... Voilà. Non, mais ton plan de jeu, à la fin, Thomas, c'est toi qui en avais parlé à l'épisode précédent, c'est-à-dire il reposait en fait sur un Dupont omniprésent, non? C'est bien ça? Et c'est un peu le maître des horloges, et il a toujours 3 options. C'était ce que tu décrivais, Thomas, dans l'épisode précédent. Il y a une solution axiale, une solution avec un tank à 3 avant, et une solution, on va dire, au large, en fait, c'est-à-dire dès qu'on veut déplacer rapidement le ballon sur l'aile. On a vu la France essayer de mettre cette même tactique, en fait, en place, mais qu'est-ce que c'est énergivore! En fait, l'idée, elle est belle, elle est presque poétique. Mais qu'est-ce que c'est diablement exigeant, quoi. Enfin, c'est ça qui est assez dingue. C'est un jeu de possession, un jeu d'intensité qui demande à une équipe de dominer extrêmement devant, mais donc du coup d'avoir souvent des avants très lourds, mais en même temps de les faire se déplacer énormément, parce que il faut toujours avoir ces 3 options. C'est pas j'ai pas le temps, j'occupe au pied, et donc je fais économiser un peu l'énergie à mon équipe. Non, c'est bien au contraire, je leur demande de se déplacer énormément. Et contre des Anglais. Et contre des Anglais, les Anglais, finalement, aujourd'hui, ils ont fermé le jeu. Et nous, contre des équipes qui ferment le jeu, on a du mal. Alors, c'est super. Tous les 2 ans, on va gagner contre les Blacks. Parce que les Blacks, ils jouent un peu contre nous. Et bon, c'est potentiellement un adversaire qui nous convient pas trop mal. Mais quand tu arrives contre des mecs qui te mettent une masterclass tactique, hein. Aujourd'hui, Galtier, je pense qu'il a pris une leçon tactique, comme en quart de finale de la Coupe du Monde, où les mecs, sur les coups de pied tactiques, ça devient... Nous, on dépense de l'énergie, et eux, ils sont pragmatiques. Et Galtier, il dit, les Anglais, ils ont fait beaucoup avec peu. Mais nous, on a fait peu avec beaucoup. On a eu énormément, et il y a eu des conditions climatiques, ou même des conditions même de jour, tu vois, des conditions où peut-être qu'Antoine Dupont n'est pas dans son plus grand jour, Thomas Ramos pareil, et puis l'adaptation, elle n'arrive pas, tu vois. Donc le plan de jeu, il est trop figé. C'est ça. C'est ça, c'est en fait dès que l'adversaire il commence à nous secouer un peu, on se met à déjouer, à s'épuiser, à perdre un peu le fil du match. Et dès la 30e,
On a perdu le fil du match. C'est-à-dire, on s'est épuisé pendant 30 minutes à essayer de marquer, à se déplacer. Voilà. Les Anglais, eux, ils ont fait vraiment le dos rond. Ils n'ont pas fait du champagne rugby. Hein. Leur plan, eux, il était simple, efficace et réaliste, comme tu as dit. Et eux, c'est simple. Enfin, je sais pas, toi, Elios, c'était quoi pour toi le plan de jeu des Anglais? C'était pour moi, c'était vraiment trois choses. Hein. C'était fermer le jeu, gagner la bataille du terrain et jouer sur leur force un petit peu avec les ballons aériens. Hein. Non, toi, c'est quoi sur quoi ils ont appuyé? Bah non, mais comme disait Thomas tout à l'heure, c'est vrai que moi ça me rappelle pas mal la défaite qu'on a subie contre les Sudaf. On perd d'un point aussi, on se fait un peu allumer sur les ballons hauts et on a l'air relativement perdu en défense. Alors que, tu vois, par exemple, Movaka, il a dit on a perdu contre moins bon que nous. Et il a senti que l'équipe de France était meilleure sur le terrain et que l'équipe de France avait dominé. Mais force est de constater que dominer, c'est pas gagner. Et moi, je les ai trouvés particulièrement perdus en défense, quoi. Bon, évidemment que Jalibert, il fait un 5/10 en défense, ça aide pas forcément la défense à gagner la ligne d'avantage. Franchement, moi, j'ai envie de défendre un peu Jalibert sur ce coup, parce que les Anglais, comme ils ont joué sur leurs points forts et un peu sur nos points faibles. Et quand tu sais, Jalibert, il a clairement été ciblé. Il a eu 10 plaquages à faire. On disait, Lorenz, s'il allait lui péter dans la tronche tout le match, c'est pas facile de défendre dans cette position quand l'adversaire sait que tu as une petite faiblesse défensive. Et c'est pas nouveau. Mais tu parles de Jalibert qui rate 5 plaquages. Penaud, il en rate 5 aussi, mais il en a réussi que 2. Alors que Jalibert, il en réussit 5 quand même. Et, et Galtier, juste avant le match, il dit Penaud, il est bon en défense. Bon, il a sûrement fait des matchs meilleurs en défense que ça, mais à un moment donné, il faut se rendre compte de la faiblesse. D'ailleurs, c'est le sujet de la prochaine partie, où on viendra juste après, et, sur quel point on peut travailler. Mais là, franchement, le plan de jeu, il n'est pas adapté à l'adversaire autant. C'est ça. Mais c'est ça, exactement. Pour moi, en fait, c'est que c'est super d'avoir un plan de jeu aussi beau, aussi ambitieux, mais quand tu rencontres l'Afrique du Sud, quand tu rencontres les Anglais qui sont capables de pas faire de folie, pas d'extravagance, quoi. Enfin, ils verrouillent le jeu, et ben la France, elle vient, elle s'essouffle, elle tape. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils gagnent la bataille du terrain, ils vont jouer au pied, c'est clinique, c'est une pression défensive au maximum. Et derrière, eux, au pied, ben, ils nous ont battus. On voit Ramos, Jalibert, par contre, au pied, ils n'ont pas été incroyables. Dupont non plus. Et eux, on leur envoyait en fait un petit coup de boomerang, et eux, ils nous renvoyaient un missile balistique. Bam, et ils nous ont occupés au pied, ils nous ont déplacés, et on a été mauvais. Et après, eux, ils se sont dit, nous, on va pas se dépenser énorme en faisant du ultra rugby, ultra champagne. On va occuper au pied. Ils ont envoyé 46 quilles quand même en l'air. C'était une pluie de chandelles à Twickenham. Hein, franchement, c'était, je sais pas si c'était des tests pour faire le nouveau SpaceX Twickenham, mais là, c'était boum, 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 boum. Les Anglais, il n'y avait que ça. Et derrière, ils ont été hyper patients comme des moines tibétains, quoi. Et là, ils ont attendu et ils ont joué au pied sur nos points faibles, c'est-à-dire du Biel Biarré en jeu en hauteur. Ils ont attaqué dans des zones très, très faibles en défense, parce que tu cites Jalibert, mais attendez, vous avez vu Penaud, c'est 2/7. Hein. Et, celle-là, c'était de nouveau la porte de saloon de l'Auvergne, là. Hein. Enfin, à l'époque, à l'ASM, c'était bien ce qu'on lui reprochait. Hein. Après, là, c'est quand même décevant. Hein. Tout le monde a fait des erreurs un peu dans ce match, et je pense pas que ce soit là qu'on soit là à pointer du doigt les erreurs qui arrivent. Mais quand tu vois, moi, un truc qui m'a frappé, c'est que même sur nos essais, on les marque presque avec de la chance. Alors certes, parce qu'on tente des coups de génie, etc. Mais le premier essai, c'est quand même un truc où on part de notre en-but. Penaud qui joue vite de notre en-but. Déjà, sur nos 22 mètres, on a failli se faire gratter. Le ballon, il sort du ruck miraculeusement. Il est gentil, l'arbitre. Il est gentil, l'arbitre sur celle-là. Très gentil, parce qu'il a le bras tendu pour l'avantage. Il a le bras en l'air. Et après, vraiment, c'est n'importe quoi. Et ensuite... non, ça c'est sur un failli essai, et sur le premier essai, ça part d'un ballon aérien qu'on rate, genre vraiment devant nos 22 mètres, on dégueule le ballon. Ensuite, François Cros, miraculeusement, qui est là, assis par terre, et qui le récupère parce que il y avait pas de hors-jeu il y avait pas de hors-jeu vu que c'était un Anglais qui avait après ramené le ballon dans son camp. Ensuite, Movaka qui fait tomber le ballon par terre. Donc voilà, plusieurs erreurs qui terminent en essai où vraiment tu te dis
bon, il faut quand même qu'on en surmonte des embûches à chaque fois pour aller marquer les essais. Même le deuxième essai de Louis Bielbarré, il y a des mauvais choix dans l'action, notamment Penaud, qui peut nous coûter un essai parce que c'est un Sagittaire ascendant coffre à ballon et qu'il veut aller chercher le record de Serge Blanco. Et tu te dis, on n'a pas été patient, tu vois, on n'a pas voulu faire le ruck en plus, faire la petite phase de jeu en plus et apprendre de nos erreurs des matchs précédents ou même de la première mi-temps. Donc voilà, j'ai envie de. Mais après, est-ce que vous, par exemple, dans notre tactique, je trouve qu'on a une hyper dépendance de 2 joueurs, c'est Dupont et Ramos. Mais quand tu redéplaces Ramos, quand tu enlèves Dupont, pour moi, c'est aussi difficile de faire une pâte à crêpes, mais sans farine, sans œufs, et voilà. Enfin, quand t'as plus les bons ingrédients, tu peux pas faire le même match, tu peux pas faire la même recette. Hein. Et tu vois, que ça soit de manière offensive. Mais est-ce que vous voyez des mecs comme Gaël Ficou, qui est le patron de la défense normalement? Il a manqué. Hein. Est-ce que tu vois, moi je pense qu'il était en train de se mordre le pouce là, qui s'est pété il y a pas longtemps et il ne se mangeait pas les ongles mais plutôt le pouce. Et j'espère qu'on va le retrouver pour la fin en fait tu vois, souvent on l'appelait Papy Gaël, nanana, on se moque un peu de lui, mais en tout cas en défense et dans la sérénité, je pense qu'il fait vraiment du bien. Et parce que là, je pense que ça, c'était l'aspect tactique, mais maintenant, il faudrait aussi qu'on analyse les performances un petit peu individuelles de chaque joueur, parce que il y a eu quand même quelques petites erreurs qui nous ont coûté cher. Hein. Ça tombe bien, Victor. On va parler de la progression de nos Bleus dans la prochaine partie. Et on va regarder un peu ce qui se passe depuis quelques matchs, voire quelques années. Donc, voilà, c'est tout de suite après les trompettes. Bon les gars, en 2022, on gagne le Grand Chelem, on est au sommet de notre art, on fait que parler de dépossession. Depuis, on a parlé de repossession. Maintenant, on parle beaucoup de contre-attaque, mais j'ai l'impression que c'est de moins en moins défini. Et alors qu'on a quand même des joueurs qui arrivent comme Louis Bielbarré, je pense pas que notre équipe baisse en termes d'individualité. Pourtant, en termes de performance globale, collective, on n'arrive plus à gagner, notamment contre ces équipes qui ferment le jeu, justement. On a bien vu en 2023 contre l'Afrique du Sud un plan de jeu hyper restrictif qui nous a fait du mal. Là, les Anglais qui nous font du mal encore sur ce plan de jeu un peu similaire à ce que l'Afrique du Sud avait eu, à jouer sur nos faiblesses. Les ballons hauts, par exemple. Il y a eu l'essai de Freeman qui devance ce même Bielbarré dans les airs. Il y a la mêlée où on a quand même encore un peu du mal. Après, Galtier, il l'expliquait par le fait que nos piliers jouent trop. Mais bon, ça, malheureusement, nos piliers joueront toujours trop parce que le top 14 est fait comme ça. Qu'est-ce que vous pensez de la progression de l'équipe de France ces dernières années ? Écoute, moi ce qui me fait un peu chier, c'est que j'ai l'impression, bon, c'est facile à dire après, tu vois, là si on fait pas autant d'en avant et qu'on marque les 5 essais, on leur remet 40 points comme il y a 2 ans et on dit que Galtier c'est un génie, mais j'ai quand même l'impression, tu vois, Victor, tout à l'heure tu évoquais la stat de 40 chandelles, 40 coups de pied, ils ont fait la même chose contre les Irlandais, ça a failli marcher la semaine dernière, on savait qu'ils allaient faire la même chose contre nous, et pourtant, tu sais, à la fin du match, on chiale parce qu'on a subi sur ces erreurs-là. En Afrique du Sud, c'était la même chose. J'ai l'impression qu'on savait qu'ils allaient nous allumer sur les coups de pied et sur le second rideau et sur le trio derrière. Et pareil, on n'a pas réussi à s'adapter. Donc moi, j'ai quand même l'impression le plan de jeu, il fait que changer. Peut-être que les joueurs, ça les perd, mais aussi on n'arrive pas à adapter le plan de jeu aux adversaires qu'on joue, j'ai l'impression. Mais du coup, on progresse pas, quoi. Enfin, est-ce qu'on n'a pas ce goût de déjà vu et pas dans le bon sens, hein, je veux dire, mais au fond de la gorge, quoi. Est-ce que, tu vois, j'ai envie tu mettrais pour résumer ce match simplement comme on n'arrête pas de le répéter, je trouve, dans cet épisode, mais que tu rediffuserais le quart de finale contre l'Afrique du Sud de la Coupe du Monde, même scénario, même équipe qui défend fort, même équipe qui bombarde de coups de pied. Un Dupont un peu pris au piège et une défaite hyper cruelle parce qu'on avait largement les moyens de gagner et
j'ai l'impression de voir une série Netflix où tu arrives à la 5e saison et tu as toujours un petit peu, tu vois, au même type d'épisode, quoi. Et j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à devenir meilleur, à passer ce petit cap mentalement pour faire 3 grands chelems d'affilée, quoi, parce qu'on a ce potentiel. À part ce grand chelem en 2022, c'est plusieurs deuxièmes places, 4 je crois déjà. Ouais. Là aujourd'hui, la question c'est, ok, mathématiquement on peut encore gagner le tournoi, mais on peut quand même aussi faire 2e, voire 3e, voire 4e, enfin à voir comment ça se passe. Ça va commencer à gueuler, hein, si on commence à faire une 3e place. Je peux te dire que les gens ils vont pas être contents, hein. Fabien il va avoir les oreilles qui sifflent, hein. Ouais. Bah là, c'est à se demander, est-ce que Fabien Galtier, pour moi, est-ce que c'est un grand stratège ou c'est plutôt, t'as l'impression, un DJ un peu bloqué sur repeat? Tu vois, non, mais c'est vrai, je veux dire, va falloir certainement pouvoir trouver des plans B ou des stratégies B quand l'adversaire devient un petit peu plus compliqué, hein, parce que moi, j'aime bien faire aussi cette analogie, c'est qu'on peut très vite devenir un peu le PSG du rugby, hein, l'équipe de France, c'est-à-dire tu peux avoir les meilleurs joueurs, hein, Messi, Mbappé, Neymar, mais si t'as pas, voilà, quand t'as Dupont, Ramos, j'en sais rien, des Movaca, des Aldrit qui sont au top du top dans leur équipe, t'es censé gagner des grands chelems, point. Ouais. Et t'es censé avoir une équipe capable de s'adapter à l'Irlande, à l'Angleterre, ou sinon à l'Écosse, à l'Italie, avec ce jeu ambitieux qu'on décrit. Mais là, quand le jeu est fermé, bah, t'es capable d'avoir une équipe qui mentalement va tenir, faire le dos rond. C'est ça, pour moi, je trouve, mais ça m'exaspère, quoi. J'ai ce sentiment qu'on finit toujours tout par tout gâcher, quoi. Bah, il le disait au début de tournoi, Dupont, il disait c'est bien, on peut se féliciter d'avoir 80% de taux de victoire, mais au final, là, ça fait 4 ans ou 5 ans qu'il y a l'air Galtier. On ressort avec un seul titre. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus être trop dur contre les Français, étant donné que là, c'était quand même une année impaire. On va jouer en Angleterre et en Irlande. Mais quand tu vois le match qu'on fait en Angleterre, ça ne laisse pas présager de très très bonnes choses contre l'Irlande, qui a l'air quand même nettement mieux armée que les Irlandais. Et si on perd en Irlande sans prendre de bonus, sans rien, et qu'on finit 3e ou 4e, ça peut peut-être être le début d'une sonnette d'alarme qui est tirée, quoi. J'espère qu'on va réussir à quand même tirer un peu des conclusions de cette défaite et même de la gestion de la deuxième mi-temps. Tu vois, on tourne à 7-7, le match n'est pas perdu, même si on aurait dû en planter beaucoup plus. Je sais pas, là, Oradou qui rentre à la 50e et qui fait quand même une rentrée très moyenne contre des Anglais sous pression, qui rate, qui est pas assez bon sur ses points forts. Ses points forts, on n'arrête pas de le dire, dans les airs. Bah, il a raté pas mal de ballons dans les airs. Et puis ce replacement de Dupont en 10 à la 60e, pareil, Jalibert quand il sort, on est devant. On a beau dire ce qu'on veut, mais Jalibert, on est, je sais pas, à 6 points devant au moment où 13 à 7. Au moment où il se fait remplacer. Et puis cette réorganisation, alors que on n'est pas forcément dans un jour où on est capable de se réorganiser, on a vu, on n'adapte pas notre plan de jeu. Bah là, on s'entête quand même dans un coaching. Donc moi, j'espère que ce match, il va nous permettre de progresser. Je ne sais pas s'il faut qu'on perde en Irlande aussi pour vraiment qu'on soit mis face à nos réalités. Mais d'ailleurs, voilà, on va. Mais toi, Thomas, tu as l'impression qu'on a progressé depuis des années ou pas? Moi, si, c'est sûr, si tu prends il y a 5 ans où quand même on mangeait notre pain noir à maintenant, on a quand même largement progressé et on fait certainement partie des équipes les plus au top niveau. Alors qu'il y a encore 5 ans, c'était peut-être pas le cas. Mais là, depuis la Coupe du Monde, est-ce que vous avez ce sentiment de progresser? Bah non, clairement pas. L'année dernière, déjà, même si on arrive 2e un peu miraculeusement, on fait un tournoi qui est quand même pas terrible. Enfin, on prend une vraie branlée chez nous contre l'Irlande et on fait un nul contre l'Italie les deux fois à la maison. Et puis là, on a l'impression, moi j'avais l'impression honnêtement que pendant la tournée d'automne, on avait remis la marche avant. Et peut-être que la suite du tournoi me fera mentir et que on avait juste trébuché cette fois-ci, mais là, je pense qu'on va le voir tout de suite, les gars. Je vous propose de parler de la suite du tournoi. Allons-y. Allez, trompette.
Bon, les gars, un petit point sur le classement de ce 6 Nations. On est quand même toujours deuxième, à égalité avec les Brits, qui sont troisième, et l'Irlande, qui a fait un 10 sur 10 depuis le début. L'Irlande qui a pris une belle option sur la victoire dans ce tournoi en balayant l'Écosse à Édimbourg ce week-end. L'Angleterre a déjà joué et l'Irlande et la France, donc je dirais qu'ils sont quand même dans une position pas trop mauvaise. Mais moi, j'ai envie de croire à un pierre-papier-ciseaux géant entre la France, l'Irlande et l'Angleterre. L'année dernière, l'Irlande nous bat, on bat les Anglais battent l'Irlande. Là, cette année, les Irlandais ont battu l'Angleterre nous a battus. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Faut taper les Irlandais, là. Ah ouais. Après, moi, honnêtement, j'ai envie d'y croire. Hein. Tu sais jamais. Bon, après, taper les Irlandais chez eux, c'est jamais facile. Pour gagner le tournoi, il faudrait pas leur laisser le bonus défensif. Mais écoute, moi, j'ai envie d'y croire. On a encore 2-3 semaines de préparation jusqu'à ce match-là. On peut peut-être se rassurer chez des Italiens qui n'ont pas l'air d'être non plus si en forme que ça, qui gagnent que de 7 points contre les Gallois. Donc, moi, j'espère quand même qu'ils vont pas se démobiliser et que tout ce que tu entends dans les médias d'assez négatif, ça va pas les plomber pour le futur. Mais moi, j'y crois à ce pierre-feuille-ciseaux géant à 3 là. Ouais, on aura ce petit sursaut d'orgueil aussi. On a remis un peu les pieds sur terre et franchement, on a envie d'y croire parce qu'on a une équipe sur le papier qui fait partie des meilleures équipes au monde, voire qui est la meilleure équipe au monde sur le papier. Et franchement, moi, j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie d'y croire. Ça me donne même presque les frissons là tout de suite quand j'en parle, d'imaginer de battre les Irlandais chez eux alors qu'ils sont aux portes du Grand Chelem. Ouais, mais c'est marrant parce qu'en automne, les Irlandais, on les voit pas si flamboyants que ça. Là, ils sont quand même un peu plus en forme. Enfin, je sais pas, ils viennent de battre l'Angleterre et l'Écosse. Comment est-ce que je pourrais dire le contraire? Mais, moi aussi, j'ai envie de croire à la revanche. Où on a envie de se venger de l'année dernière. Peut-être que les Anglais, on les a trouvés un peu gentils, vu que ça faisait longtemps qu'on les battait et tout. Les Irlandais, on sait qu'ils sont méchants. Hein, voilà, méchants Irlandais. On va peut-être avoir plus la dalle en allant en Irlande, moins se prendre pour je sais pas qui à jouer à la baballe et se remettre dans le droit chemin. Ouais, après, faut pas non plus oublier. On n'est jamais autant meilleur que quand on est outsider. Tu vois, la France, c'est latin, là, comme tu aimes bien dire souvent, toi, Elios, là, que quand on est un petit peu face au mur, on arrive toujours à retrouver ce sursaut d'orgueil, là, notre fierté latine, et on va faire taire ces anglo-saxons. Et d'ailleurs, tu as le classement de World Rugby qui a été mis à jour. Le Pays de Galles qui passe 12e derrière la Géorgie. Et ça tombe bien parce que c'est la question qu'on vous posait la semaine dernière. Est-ce que vous êtes pour un système de montée-descente entre le 6 Nations A et le 6 Nations B? On a sélectionné 2 commentaires de nos commentateurs préférés sur YouTube. Et tu as notamment Casimir qui aimerait bien que ce soit sport. Évidemment que le 6 Nations B, il y a des nations comme la Géorgie, le Portugal, l'Espagne, etc. Mais les recettes, comme le dit si bien Casimir, et le PIB de la Géorgie, ça les met pas bien. Et du coup, ils préfèrent garder un Pays de Galles qui se fait martyriser dans un stadium plein à craquer avec des beaux droits télé que d'instaurer quelque chose de sportif. Et puis de l'autre côté, tu as Samuel qui est totalement contre, pour des raisons notamment de tradition. Hein. Il dit que c'est une belle compétition historique, que tu as grandi avec ces rivalités, que c'est le tournoi où tu es sûr que tu vas rencontrer l'Écosse, le Pays de Galles chaque année, depuis qu'on est petit. Et donc, il trouve ça dommage. Je le comprends dans un sens. Dans un sens, Samuel, surtout qu'on enterre un peu vite les Gallois qui connaissent une mauvaise passe. Hein, ça fait quelques années qu'ils sont pas au top, mais bon, on disait pareil de l'Italie il y a un certain temps. L'Italie, ils sont en train de se remettre dedans. Donc, honnêtement, cette compétition, elle risque pas de bouger. Et donc ça, c'était la question de la semaine dernière. La question de cette semaine, messieurs, pour laquelle on sélectionnera encore 2 commentaires qu'on affichera dans l'épisode de la semaine prochaine. Est-ce que cette défaite Angleterre-France, c'est la défaite de trop? Voilà, question assez large à laquelle on répondra avec Berton, Elios et on l'espère Clément, votre chroniqueur un peu moins préféré,
qui reviendra, on l'espère, la semaine prochaine, qui est un peu trop abattu pour faire l'épisode de cette semaine. En tout cas, un week-end de break cette semaine, puisqu'on affronte l'Italie dans 2 semaines. Donc la semaine prochaine, on se retrouve pour une petite preview de ce match. Et en attendant, restez chaud et n'oubliez jamais, le rugby show, c'est chaud, bon. Allez les bleus. Mettez-nous 5 étoiles sur Spotify, hein. N'oubliez pas.